Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans votre bien branché du 1er mars 2018. Rémi Massé annonce un investissement pour 3 projets destinés aux aînés de la Matapédia. Le Salon des mots dévoile sa présidente d'honneur. Journée de concertation à l'organisme de bassin-versant pour le plan directeur de l'eau. Chantal Lavoie fait le point sur différents sujets à la MRC de la Matapédia. Le Centre de femmes vous invite à un cabaret au féminin. Au curling, ce sera bientôt la Coupe Desjardins. Et on termine avec notre chronique sport. On se dirige maintenant du côté de la Maison des familles de la Matapédia, où le député d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, était de passage afin d'annoncer une aide financière de plus de 70 000 $ pour 3 organismes de la région. 3 beaux projets qui vont recevoir une aide de la part du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, c'est bien ça? Bien oui, tout à fait. On est bien content d'être ici à Amkoui. Il y a plein de gens, évidemment. C'est le fun de pouvoir investir, par exemple, dans la Maison des familles, 25 000 $. Donc, c'est un investissement grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, la Maison des familles qui est un acteur important, un organisme important ici dans Amkoui, dans la Matapédia, justement, pour pouvoir venir en aide aux aînés qui, des fois, vivent un peu de l'isolement. Et puis, donc, c'est important d'avoir un endroit où ils peuvent se réunir pour pouvoir partager leurs connaissances, leur expérience. Et il y a 2 autres organismes, Saint-Léon-le-Grand, qui reçoit aussi un montant d'une vingtaine de mille de dollars, et la Comkoui, donc pour un total de 70 000 $. Donc, on est bien fiers de pouvoir investir ces sommes d'argent-là que le gouvernement du Canada a décidé de pouvoir faire profiter la région pour aider nos aînés. Eh bien, le vieillissement de la population fait qu'on en a de plus en plus d'aînés dans nos communautés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas leur place, qu'ils ne sont pas utiles, et c'est un peu ce que veut encourager ce programme-là. Qu'est-ce que c'est au juste le programme Nouveaux Horizons? Bien, c'est une excellente question. Effectivement, on a un vieillissement de la population, mais comme je le disais tout à l'heure, au contraire, des fois, on pourrait penser que le vieillissement de la population peut avoir un impact plus négatif, mais au contraire, ce sont des gens qui sont là pour pouvoir partager leurs connaissances, leur expérience. C'est des gens qui sont hyper dynamiques, qui sont impliqués dans leur milieu. Donc, souvent, c'est ça, c'est un petit coup de main qu'ils ont besoin. Donc, le programme Nouveaux Horizons est là pour pouvoir financer des rénovations, pour pouvoir acheter de l'équipement, d'acheter de l'équipement audiovisuel, de l'équipement informatique, pouvoir faire des rénovations dans des locales qui soient mieux adaptés justement pour que les aînés puissent venir et puis avoir des espaces qui leur permettent de pouvoir justement faire toutes sortes d'activités communautaires, des activités physiques, des activités plus musicales, de loisirs et tout. Donc, c'est ça. Donc, c'est un programme qui permet ça, un financement maximum de 25 000 $. Et c'est tous les ans. Donc, le programme ouvre au printemps et se termine normalement, là, la période pour pouvoir appliquer se termine normalement vers le mois de juin. Donc voilà, on est bien chanceux. Et n'importe quel organisme qui fait affaire avec les personnes âgées pourrait y appliquer? Tout à fait. C'est ce qu'ils font. Donc, il y a un formulaire qui est disponible et puis il y a une série de critères à rencontrer. Et donc, les organismes, souvent, nous lâchent un coup de téléphone. Donc, nous, on est là pour suivre, évidemment, ces demandes d'appui financier. Et donc, comme je le disais, les 4 MRC de la région, on est chanceux parce qu'on a reçu tout près d'un demi-million de dollars là, en appui financier là, pour nos organismes là, cette année. Donc, il reste encore des annonces à faire. On était hier dans la Matanie, la semaine passée dans la Métis, et on va dans Avignon au cours des prochaines semaines. Donc, bref, voilà. Et vous l'avez mentionné, c'est important de vous envoyer à votre équipe, du moins, une copie du projet pour un suivi plus simple, plus rigoureux. Bien, pas nécessairement rigoureux, mais plus facile pour les gens du ministère qui analysent le dossier. Oui, tout à fait, parce que souvent, il peut y avoir des questions, il peut y avoir peut-être des informations qui sont manquantes, parce que, bien, vous savez, des fois, travailler avec le gouvernement, des fois, c'est un peu complexe, c'est un peu compliqué, donc il y a beaucoup de demandes, beaucoup de critères à remplir, beaucoup de formulaires à remplir. Et des fois, il y a des éléments d'information qui sont incomplètes. Et donc, le fait qu'on est impliqué, bien, ça aide de communiquer avec les organismes pour aider à s'assurer que la demande elle est complétée à bonne et due forme, pour accélérer le processus. Puis nous, bien évidemment, on est là pour défendre ces dossiers-là parce qu'on connaît nos organismes. Donc, on sait les besoins, où ils sont et comment ils sont importants. Donc, voilà. Donc, on travaille en collaboration avec les organismes. Je vous remercie à vous et à son attaché politique, qui est M. René-Jean Saint-Pierre, d'avoir choisi la Maison des familles comme lieu de rencontre aujourd'hui pour faire cette belle conférence de presse. Puis je suis tellement contente qu'on a beaucoup de monde et c'est intéressant. C'est motivant pour nous, la Maison des familles.
Donc, je veux vous remercier très sincèrement. Je suis heureuse de vous recevoir dans nos locaux, soit dit en passant, qui seront modifiés sous peu afin de permettre de recevoir un plus grand nombre de personnes aînées. Vous savez, le programme Nouveaux Horizons du gouvernement du Canada, par le biais d'Emploi et Développement social du Canada, nous permet cette année d'avancer dans nos projets. À une hauteur de 25 000 $, ce n'est pas négligeable pour un organisme communautaire. Comme on dit, on peut en faire des déjeuners, on peut en faire des ventes de hot dogs, mais de ramasser un 25 000 $ de même, c'est vraiment apprécié. Donc, ce geste, c'est pour nous un signe concret de soutien et d'encouragement de votre part. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons très fort afin d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Suite à ces années aux différentes études menées, il apparaît une grande problématique, pour ne parler que de celle-ci, est la solitude que peuvent vivre ces personnes. Notre dernier constat est que ces personnes n'ont pas nécessairement d'endroit où ils peuvent se rencontrer pour faire un brin de jasette et de prendre des informations sur des questions d'ordre personnel. C'est vrai, il y a plusieurs lieux, oui, on a les clubs de 50 ans et plus que les gens, mais il y a quand même des gens qui fréquentent pas ces clubs-là. Et c'est des gens, la plupart du temps, qui sont difficiles à rejoindre. Ben, des fois, en organisant une petite activité, on peut les recevoir ici, et des fois, et même souvent, ou par le biais de notre service aussi, qui est d'aider les gens à répondre leur formulaire, à notre travailleur de milieu, parce qu'on a un travailleur de milieu pour les aînés. Ils viennent qu'à fréquenter notre organisme, puis à vouloir faire des rencontres, puis à discuter entre eux autres aussi. Donc ici, à la Maison des familles, c'est ce que nous voulons faire. Créer un milieu de vie adéquat pour répondre à cette problématique. Nous constatons que ce milieu amènera des personnes à se confier, créer des liens et sera un milieu de vie où ils seront les bienvenus. Des brins de jasette, des ateliers, des activités, ainsi que des conférences sur différents sujets demandés seront une priorité. Nous espérons répondre adéquatement aux demandes de ces personnes. Donc, c'est certain que nous avons des fois des cas qui sont très, la première des choses, qui demandent énormément. Ça peut aller simplement à l'isolement d'une personne qui s'isole ou aller juste aussi qu'aux abus financiers, aux abus physiques et autres. Vous savez, on en voit beaucoup d'annonces ces temps-ci à la télévision et c'est en plein ça, nous, qu'on travaille à améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Donc, le projet, ça va consister, la première des choses, à plus être séparé par le mur qui est là présentement. Donc, ce mur-là va tomber, ce qui va nous faire une plus grande salle, qui va être aménagée aussi adéquatement pour recevoir ces gens-là. Et à l'entrée, il va y avoir une salle de bain qui va être faite avec, comme on dit, la possibilité de rentrer un fauteuil roulant dedans, parce qu'on pense aussi à ces gens-là qui sont en fauteuil roulant. Et aussi une pente qui va descendre pour qu'ils puissent arriver par en avant. Et la secrétaire, elle, on l'envoie dans la salle de bain. Je lui ai dit qu'elle allait s'asseoir sur le siège à la toilette, qu'elle travaillerait sur la vanité. Non, la salle de bain qui est là présentement, on l'a défait, ce qui va devenir le bureau à Chantal, la réceptionniste. Et aussi, une partie de mon bureau qui va être rapetissée pour donner un plus grand bureau à Chantal, là, parce qu'une salle de bain, vous savez que c'est plus petit qu'un bureau normal. Fait que ça va être fait. Au niveau du garde-robe de l'entrée, ou pas loin où ce que Chantal, nous, on a mis vos vêtements tout à l'heure, ben ça va être un petit coin où ce qu'on va mettre l'équipement informatique, comme la photocopieuse, ces choses-là. Et par la suite, ben, il y a quelques portes qui vont être modifiées là, au niveau des bureaux parce que puisqu'on rapetisse, faut faire ces aménagements. Mais le plus gros des aménagements, c'est ça. Là, faire une belle grande salle, meubler cette salle-là en allant chercher d'autres aides financières parce que c'est pas ce qui est prévu dans le projet pour la meubler adéquatement. Puis la pente pour les personnes en fauteuil roulant, les fauteuils, puis le bureau de la secrétaire. Puis en terminant, on est tout près du dépôt du budget du ministre
le nom m'échappe. Morneau, voilà, ministre Morneau qui va déposer son budget prochainement. Et j'imagine qu'on surveille de près, entre autres, l'enveloppe qui va être allouée avec les conditions pour l'assurance-emploi qui a encore des incidences dans notre milieu. Oui, le budget, c'est ça qui va déposer le 27 février prochain, donc la semaine prochaine. Plusieurs, comme nous, attendent évidemment avec impatience les modalités du budget. Vous avez raison, donc le trou noir, certaines personnes font face à, évidemment, à la fin des prestations de l'assurance-emploi avant de recommencer le travail saisonnier. Donc, on a une réalité chez nous qui fait en sorte que l'industrie saisonnière elle est omniprésente, que ce soit au niveau des pêches, la forêt, au niveau du tourisme, l'agriculture aussi. Donc, bref, donc il y a des gens qui attendent un coup de main. Et cette année, c'est particulier. L'économie va très bien au Canada. Le taux de chômage est à son plus bas depuis les années 70. Et ce que ça fait, c'est que ça a un impact pour les prestataires d'assurance-emploi. Ils font la même job, ils travaillent la même période de temps. Mais vu que le taux de chômage a diminué, bien, ça a un impact sur le nombre de semaines, sur les diviseurs et tout et tout. Donc, on est bien conscient. J'ai eu plusieurs discussions avec le ministre Duclos, justement, pour parler des mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir appuyer nos prestataires d'assurance-emploi, nos travailleurs de chez nous là, qui vont avoir besoin d'un coup de main. Et on espère bien gros, je pense qu'on va avoir des nouvelles positives là, bientôt pour tenter de prêter main forte à ces travailleurs-là qui vont avoir besoin d'un coup de main en attendant de reprendre le travail. Et c'est particulier parce que, d'un côté, on a des prestataires d'assurance-emploi qui vivent cette situation-là. De l'autre côté, on a des entrepreneurs, des entreprises qui font face à des pénuries de main-d'œuvre. Donc, il y a cette réalité-là, cette contradiction-là chez nous qui font en sorte que il faut être créatif. Il va falloir trouver des solutions, évidemment, à court terme, mais à moyen terme et à long terme, pour trouver des jumelages afin de s'assurer que nos entreprises puissent bénéficier de main-d'œuvre et en même temps que nos prestataires d'assurance-emploi, les travailleurs saisonniers, puissent avoir suffisamment de fonds pour être capables de passer la période plus difficile là, entre deux jobs de saison. Oui, des jumelages à faire. Bien, on va attendre le dépôt du budget pour prendre des nouvelles de vous. Merci beaucoup d'avoir pris du temps ce matin dans Matapédia. Eh bien, merci d'être là. Fait toujours apprécié, toujours agréable. Merci. Le nom est tombé récemment. Il s'agit de la comédienne, chanteuse et auteure Louise Portal qui présidera le 8e Salon des mots. On en parle avec Ginette Lemieux, la présidente du Salon des mots. Cette semaine, on apprenait par voie de communiqué que le Salon des mots a dévoilé en fait le nom de sa présidente d'honneur cette année. Et cette année, le Salon des mots a fait une belle prise de ce côté-là. Vous êtes allé chercher quand même une personne de renom. Oui, c'est en la personne de Louise Portal, qui est une comédienne, une chanteuse, une auteure reconnue, qui a gagné déjà plusieurs prix. Et chose surprenante, c'est sa maison d'édition qui nous a appelés avant les fêtes pour nous dire Madame Portal aimerait ça retourner dans la région puisqu'elle était déjà venue là, pour un film à un moment donné. Alors, on a entamé des pourparlers, puis finalement, elle a accepté d'être notre présidente d'honneur. Oui, c'est à croire que la réputation du Salon des mots commence à sortir des frontières de la vallée. Et Mme Portal va donc être ici dans le cadre de cette fin de semaine-là. Est-ce qu'elle va animer des ateliers? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner? De quelle façon on va avoir accès à la présidente d'honneur? Elle va être présente au salon là, pendant les 2 jours complets. Elle va participer le samedi soir, bien sûr, au Cabaret des mots, le cabaret littéraire. Et elle va sûrement donner un atelier d'écriture aussi, puisqu'elle sort à la fin février. Là, elle va avoir un livre tout chaud qui a été fait à partir de son journal de bord, qui a été fait pendant toute sa vie. Et elle aimerait ça, c'est sûr, initier d'autres personnes à faire comme elle, donc pour avoir un atelier d'écriture. Puis elle aussi, elle va parler de sa vie à elle et de son conjoint là, lors de causeries avec les personnes. Elle va faire différentes activités. Okay. Donc, on va la voir se promener un peu partout sur le site pendant les 2 jours, le 4 et 5 mai prochain, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Se joignent à ça des invités d'honneur pour animer 2 événements principaux. Tout d'abord, pour la Journée jeunesse, c'est une jeune matapédienne qui est votre invitée d'honneur. Oui, on voulait rendre honneur à Priscilla Turcotte, qui va être à sa 8e édition avec nous, puisqu'elle est là depuis le début. Et elle était en littérature jeunesse, puis là, elle vient de lancer un livre pour les adultes. Mais pour le vendredi, on va parler d'elle avec ses livres jeunesse. Et on voulait lui rendre cet hommage-là, de la nommer, et on pourra vraiment là, participer à des activités avec elle. Elle va prendre la parole à un certain moment donné, soit en soirée pour l'ouverture officielle.
Et pour la journée du samedi, pour le cabaret littéraire, encore là, un grand nom qui se joint au Salon des mots cette année. Oui. Alors, le samedi, on a décroché Raoul Duguay, qui est une invitée d'honneur, qui sera là toute la journée du samedi et qui participera en soirée à notre cabaret. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui est connu. Alors, on sait que tout le monde connaît la Abitibi. On sait que c'est un chanteur, mais c'est un grand poète et il n'a pas peur des mots non plus. Alors, c'est pour ça qu'on l'a choisi. OK. Et sinon, pour ce qui est de la mouture de cette année, est-ce qu'on a beaucoup de nouveautés? C'est quoi les éléments gagnants qui vont revenir? À quoi on s'attend pour le Salon des mots de cette année? Bon, bien, c'est sûr que dans la journée du vendredi, avec la jeunesse, alors on va encore avoir notre concours d'écriture des jardins où on dévoilera les gagnants. On a le prix Jacqueline Paquette aussi, où on sait déjà qu'il y a des participants d'un peu partout là, qui s'annoncent. Alors, on aura ces résultats-là dans la journée du vendredi, avec l'ouverture officielle où on rendra hommage, bien sûr, à notre présidente d'honneur. On ne sait pas encore de quelle façon, mais d'habitude, nos soirées d'ouverture sont toujours appréciées du public. Et samedi, bien, on aura un brunch. D'habitude, on a un brunch le dimanche, étant donné qu'on est sur 2 jours. On aura un brunch littéraire le samedi, où on aura encore le prix Bertrand B. Leblanc. Déjà, il y a des participants qui sont annoncés. Et on pourra aussi, avec les maisons d'édition, leur donner la parole et pouvoir voir quel rôle ça joue un éditeur là, dans le rôle d'un auteur et d'un écrivain. Excellent. J'imagine qu'il reste encore quelques éléments à ficeler. On va avoir la programmation au cours du prochain mois, des prochaines semaines? Oui, à la mi-mars, on devrait avoir une programmation assez complète là, à annoncer dans un prochain communiqué de presse. Super. Bien, Ginette Lemieux, il reste encore beaucoup de travail à faire, j'imagine, d'ici au 4 et 5 mai prochain. On vous souhaite bon courage et puis on va se reparler pour les détails de la programmation. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à Sainte-Florence, où une table de concertation concernant le plan directeur de l'eau se déroule en ce moment, avec l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. En ce moment, on est en train de vivre un moment presque historique pour la Matapédia, pour notre région. C'est un forum, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Mireille? En fait, c'est une grande histoire d'amour qu'on peut dire là, au niveau de l'eau. Oui. L'eau, la rivière, nos lacs, nos saumons, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Puis cette histoire d'amour-là a commencé en 2003-2004 quand même. Puis elle était là bien avant, mais assez... Mettons que les unions formelles se sont faites là, au sein là, du conseil de bassin versant, Matapédia qui était jadis. Oui. On a tous les secteurs se sont mis ensemble, puis là, on est devenu l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche. On a allongé notre zone à Lange-Escouminac, puis Matapédia Kedjouk. De ce, mais il y a un plan directeur de l'eau. Fait que le plan directeur de l'eau, c'est vraiment toutes ces gens agricoles, municipales, forestiers privés, publics, les riverains, les pêcheurs, récréotouristiques, les VTT, les municipalités, les MRC. Puis là, on parle, tu sais, Gaspésie, Rimouski, Gaspésie et Saint-Laurent, parce qu'on a le bassin versant. Nous, on est une porte dans tout. On est entre deux, fait qu'on est entre la rivière, on est entre Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Oui. Le bassin versant est divisé entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. C'est vrai. Fait que, entre deux MRC, Matapédia et Avignon. Fait que, tu sais, c'est notre belle dualité. Puis également, on a la communauté de l'Estigouche qui est en bas, qui fait vraiment, on a des cultures anglophones également, les clubs de pêche qui sont en bas. Fait qu'on a vraiment, c'est notre identitaire là, de ça, on fait un plan d'action. Ce plan d'action-là, il est vraiment développé avec la communauté. C'était développé, là, tu sais, on parle enjeu, orientation, formulation de comment on dit quoi, puis quel verbe qu'on met dans les objectifs, dans les pistes d'action, pendant un bon 3-4 ans, là, entre 2005 à 2008. Okay. Puis après, on a eu cette approbation-là pour la rivière Matapédia. Après, on a fait une autre phase encore, puis on a grandi, puis on a fait un autre, on a continué, on a grandi sur le plan d'action qui était là. Okay. Puis à chaque fois, on le grandit, on valide nos pistes d'action qui étaient là, s'ils sont encore adéquats ou pas, ou passés
passer date parce qu'on est tellement bon, c'est déjà fait. Oui. Puis après, on continue sur l'autre, puis on remonte la cible et on rajoute, selon la situation de l'organisme de bassin versant, la situation du bassin versant à l'avance sur les problématiques qui arrivent. Donc, par exemple, la berce spondyle fait rajouter des pistes d'action par rapport aux espèces exotiques envahissantes, notamment. Donc, en ce moment, ce plan d'action-là, il y a eu beaucoup de rencontres, là, je dirais, des secteurs, j'ai eu au-dessus de dizaines de rencontres qui s'est fait avant cette table de rencontre-là, des rencontres sectorielles. Okay. Fait qu'on a rencontré là, un bon 120 personnes, je te dirais, avant, qui étaient ça, où on a validé toutes les pistes pour tous les secteurs d'activité. 143 pistes d'action, puis 143, c'est beaucoup, comme je dis, mais c'est tous les secteurs qui sont responsables. Puis l'eau, ça touche à tout. Là. Oui. C'est pas l'OBV qui fait toutes ces pistes-là. Non. Impossible, pas avec le financement qu'on a. Mais c'est vraiment chacun des secteurs qui avance ces pistes au fur et à mesure en tant que tel pour avancer. Donc, on a vraiment un bel avancement au niveau de tous les secteurs d'activité. Secteur agricole, on a diminué le phosphore dans les cours d'eau du sud du lac Matapédia. Le secteur municipal, il a travaillé beaucoup au niveau de la gestion des eaux dans les égouts pluviales. C'est pour la mise aux normes qui demande beaucoup de sous. Maintenant, le gros nerf de la guerre, c'est sédiments. C'est vraiment sédiments. Okay. C'est sédiments sur tout le bord, là. Tant résidentiel, tant urbain, la voirie, la neige usée, la faune, parce que la faune aquatique, on vit à côté de rivières à saumon incroyables. Écoute, il n'y a pas de municipalité au Québec qui vit à côté des rivières à saumon comme on vit. Non. De haut en bas, fait que vraiment, fait que c'est cette histoire d'amour-là également, c'est le lac Atouladi. Fait que comment faire un développement, une cohabitation durable de tous nos secteurs ensemble. Fait que c'est vraiment ça le plan directeur de l'eau. Et là, tous ces gens qui sont ici en ce moment travaillent pour regarder, il y a des pistes d'action qui sont beaucoup plus difficiles. Revitalisation de bandes riveraines, notamment. La neige usée dans les cours d'eau, tu sais, tout ça, on peut regarder toutes ces espèces exotiques envahissantes, créer des comités de lac, pas pour l'électrification ou le déblaiement de la route, mais bien pour protéger le lac. Fait qu'on a un comité de lac officiel, fait qu'on a essayé d'en produire un au lac Matapédia, toutes les intéressés. Bienvenue. Puis après, la dynamique des cours d'eau. Il y a des millions de dollars, malheureusement, qui vont partir en gabion. Tous les travaux d'hiver se sont faits dans les années 70. On a linéarisé les cours d'eau. On a mis des structures de bois tout autour. On en voit à Amqui, on en voit à Cozapscal, à Valbriand, à Sébec. Ça a 40-50 ans, mais c'est le legs de notre passé, les travaux d'hiver. Fait que ça, à coût de millions de dollars, là, se faire réparer ça. Fait que des grosses décisions qu'on a à prendre. Fait que ça vous dit le topo, là, il y a beaucoup d'ouvrages à faire. La protection des aires d'alimentation d'eau potable. On a une ressource, on est à Amqui, on n'a même pas besoin de traiter l'eau. Fait qu'on la boit, mais crime, c'est l'usine d'infiltration, c'est tout ce qui vit en dessous, c'est le méandre, le gravier qui est en dessous de ça. Cette terre-là, il faut la protéger. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Fait que c'est vraiment tout ça. Donc, ça ressemble à tout ça. Les eaux usées, ça va toucher à tout azimut. Donc, aujourd'hui, on a plein d'acteurs de tout ce beau secteur qui regroupe votre organisme pour réfléchir. En fait, on approuve le plan directeur de l'eau, la version finale, en fait, aujourd'hui? Finalement, on rebonifie les pistes d'action, puis on y va pour 2018-2023. Fait que c'est le plan d'action 2018-2023 qu'on fait aujourd'hui. Et par la suite, vous faites quoi avec ce plan d'action-là? Vous l'envoyez à un ministère de l'Environnement ou... On va le renvoyer aux directions ministérielles représentées. Il y a 15 ministères qui revisent les plans directeurs de l'eau. Okay. Puis de ça, et aussi, on va le faire connaître nos intentions, parce qu'à travers ça, on fait connaître nos intentions, nos besoins. Donc, c'est ça aussi qui va se faire. Fait que ce plan-là, il va être bonifié, apporté au ministère, puis éventuellement, on va nous revenir là-dessus. Donc, il va y avoir des actions qui vont découler. On va vous voir à travers notre territoire. Puis, il faut se dire que c'est peut-être emmené au ministère, mais en premier tout, là, c'est le plan d'action des gens d'ici. Le ministère, on l'envoie là, par pure approbation, protocole, mais c'est le plan d'action aux gens. Puis, c'est chasse gardée, toutes les pistes d'action, la formulation, c'est vraiment quelque chose que je sens que c'est la concertation. C'est eux qui dirigent dans comment on l'applique et autres. Comme vous avez vu, là, on fait vraiment l'approbation de toutes les pistes à la fois, mais ça, c'est vraiment tous les secteurs d'activité présents. Donc, c'est qu'on va dire, quand on dit un plan concerté, c'est ça, là, c'est 143 pistes, imaginez, où on a voté puis qu'on a libellé. Fait que c'est du travail de cerveau que c'est fait, c'est la conscientisation, c'est du dialogue, mon Dieu, ça l'a jasé, mais c'est vraiment emmené. Ce qui fait que la force de notre milieu, c'est parce qu'on a un dynamisme et qui est uni aussi. Oui. On est capable de parler, on est capable de dialoguer.
Puis on a un bassin versant merveilleux avec des gens merveilleux là, qui travaillent puis qui aiment leur région. C'est ce qui fait que ça va très bien. Donc, on risque de se recroiser jusqu'en 2023, en fait. Oui. Et plus encore. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de forum, en fait. Et on se reverra sûrement dans le cours d'une action qui découlera du plan directeur de l'eau. Merci beaucoup. Ben oui, tout à fait. Merci. C'est maintenant l'heure de se mettre à jour en politique régionale. On rencontre la préfète Chantal Lavoie qui nous parle des projets en cours à la MRC. Chantal, du côté de la MRC, il y a des nouvelles choses en fait qui se sont mises en place dans les derniers mois qu'on n'avait pas eu la chance de parler. On va commencer tout de suite avec le dossier MADA, des municipalités amies des aînés. Ouais. Et il y a une nouvelle ressource en fait qui va venir en support à la MRC, mais en support aux municipalités qui doivent mettre à jour toutes ces démarches-là dans leur municipalité respective. Oui. Bien, il y a plusieurs années, la MRC de la Matapédia avec 11 municipalités du territoire, là, avait entrepris cette démarche-là. On était rendu à une démarche, en même temps que la politique familiale aussi, on était rendu à une démarche de remise à jour, de revision des plans et tout ça. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans cette mise à jour-là. Il y a déjà débuté le travail. Il y a déjà des comités locaux qui ont été mis en place dans chacune des municipalités qui se rencontrent pour justement discuter le portrait a été fait aussi de chacune des municipalités. Et là, on travaille à voir quelles actions on pourrait mettre en place. Donc, faire le plan d'action pour chacune des municipalités. Il y aura aussi un plan plus régional là, qui sera fait. Donc, c'est en action. Puis, on sait que pour plusieurs municipalités qui font cette planification-là, bien, on sait aussi que ça peut ouvrir des portes pour des programmes de subvention pour les communautés, là, dans le fond, sur des projets, des fois de mise à niveau de salle ou d'équipement. Donc, des projets en lien, évidemment, avec, avec la 50 ans et politique. plus. Oui, c'est ça, avec les amis, avec les aînés, Ouais. effectivement. OK. Donc, c'est là. Notre ressource est là pour encore plusieurs mois, là. Elle a quelques mois. Puis, c'est ça. Fait que c'est en action. Dans la MRC, là, on est content. Oui, j'imagine qu'elle a déjà pris contact avec les différentes municipalités qui font partie de la politique. Oui, bien, l'exercice est déjà débuté aussi, là. Au niveau des portraits, c'est fait. Au niveau des comités, c'est déjà parce que c'est des comités locaux qui font le travail. C'est pas la ressource qui décide. Ben non. Elle fait l'animation, elle fait la rédaction, mais c'est vraiment fait avec les gens de la localité, là. Super. Donc, Ouais. on va voir, j'imagine, des projets qui vont découler de ces actions-là. J'imagine qu'on aura prochaines effectivement années. des lancements aussi de politique MADA et tout ça là, dans les fins de réalisation. Fait que peut-être plus vers l'automne. Oui, on s'en reparlera Ouais. à ce moment-là. Dans vos nouveaux locaux, j'imagine, à ce moment-là. Sûrement. Parlant de nouvelles ressources, il y en a une également qui est arrivée dans l'équipe de la MRC à l'automne dernier. Ouais. Et c'est une ressource en développement touristique dont vous êtes prémunis. Puis il fait un peu la suite là, des différentes étapes qui avaient été mises en place au cours des dernières années pour essayer de développer, on parlait à une époque d'office de tourisme, etc. Là, on arrive vraiment avec un plan stratégique régional touristique qui était adopté et en grande partie développé par cette ressource-là, Oui, Mme effectivement. Otis. Oui, Anne-Julie, qui est arrivée justement dans l'équipe de la MRC l'automne dernier, on vient tout juste de l'adopter, il est tout chaud, ou à peu près de quelques jours, la MRC a adopté. C'est le plan stratégique régional en tourisme, effectivement. Donc, depuis l'arrivée de d'Anne-Julie, elle a déjà fait un portrait du tourisme pour la Matapédia, mais dans une offre aussi Bas-Laurentienne régionale au niveau du Québec aussi. Donc, elle a fait un portrait et ça l'a mené vers ce document-là qui est un plan. Elle a aussi on a adopté ou je dirais mis en place un comité, une table sectorielle, une table tourisme, une table de concertation en tourisme qui, je nommerai pas tous les intervenants, j'ai peur d'en oublier, mais qui représente les différents secteurs, l'hôtellerie, le plein air, les festivals, j'en oublie là, les différents attraits aussi, donc sur le territoire de la Matapédia. Et aussi, on a eu une préoccupation pour s'assurer d'avoir des représentants au niveau géographique là, d'un peu partout sur le territoire. Donc, principalement, le plan stratégique, puis
sans tout le dévoiler ici, il y a quand même 3 axes là, qui vont être travaillés avec la table de concertation, mais on va aussi aller chercher des partenariats avec les autres organisations et tout ça. Ouais. Mais c'est la table de concertation qui est en charge de la mise en œuvre de ce plan-là. Donc, on parle de faire de la Matapédia une destination touristique concurrentielle parmi les 5 régions touristiques de la Gaspésie. Donc, il y a des actions qui découlent de tout ça. Il y a des priorités aussi parce que c'est un plan sur 3 ans. Ouais. Donc, il y a des priorités pour l'an 1, l'an 2, l'an 3. Le deuxième axe, on parle d'augmenter la durée moyenne des séjours des visiteurs dans la Matapédia au cours des 3 prochaines années. Comment on peut les garder ici un peu plus longtemps pour profiter de nos attraits? Oui, exactement. Puis quand ils passent, qu'ils ne font pas juste passer, qu'ils arrêtent, puis peut-être même d'un coup arrêter, ils ont peut-être prévu de rester une journée, mais c'est tellement intéressant ce qu'on leur offre qu'ils vont peut-être prendre une journée ou peut-être même 2 de plus, puis parce qu'on sait qu'il y a vraiment beaucoup de choses, ça peut être intéressant. Ouais. Et le dernier axe, dernier objectif, je dis axe, mais c'est plutôt des objectifs, augmenter la satisfaction, le sentiment de sécurité des visiteurs sur le territoire de la Matapédia. On sait que c'est aussi une demande beaucoup au niveau du tourisme, donc d'être en sécurité, mais d'avoir du plaisir et d'avoir des services de qualité et tout ça. Donc, ça fait partie aussi de la planification. OK. Est-ce qu'on risque de voir déjà des actions qui découlent de ce plan-là dans la première année, cet été, durant la saison touristique? C'est une bonne question. Je penserais que oui. Moi, je vous dirais que oui. Ça doit être l'objectif du comité. Je suis confiante, mais c'est sûr qu'on peut toujours rencontrer des petits obstacles de temps en temps qui fait que c'est un peu plus loin, mais il y a des choses en préparation, effectivement. Mais c'est des actions aussi qui peuvent être débutées là, mais qui vont voir leur envol plus tard un peu. Je prends juste l'exemple, si on travaille avec nos gens qui font l'accueil dans les organisations, l'accueil dans un hôtel, l'accueil dans un restaurant. Donc, on parle de mieux outiller ces gens-là. Fait que peut-être qu'on va commencer cette année, mais c'est... Probablement qu'on va voir vraiment les répercussions ou plus sensiblement des impacts de ça dans les prochaines années. Mais oui, il y a des actions qui vont débuter cette année. Excellent. Suite au forum qu'il y a eu sur les soins de santé dans la Matapédia, il y a quelque chose qui avait été identifié comme moins fonctionnel dans le coin, c'était la communication avec l'instance qui est dans la Matapédia au niveau des soins de santé, étant donné que tout était déplacé maintenant à Rimouski. Ça préoccupait également la MRC et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour favoriser la communication justement avec notre institution de santé dans le coin, un espace discussion. Oui, bien, c'est aussi il y a eu aussi un mouvement régional où on va avoir un espace discussion régional. Okay. Donc, l'ensemble des préfets du Bas-Saint-Laurent vont rencontrer des représentants du CI3S pour parler des préoccupations globales du Bas-Saint-Laurent. Mais effectivement, ce qui a été beaucoup dénoncé depuis le début de tous les changements dans la structure de la santé, c'est le fait d'avoir moins d'espace pour discuter avec nos intervenants locaux, de partager aussi ce qui se passe, d'avoir des préoccupations, notre population en a aussi. Donc, cet échange-là était effectivement un manque important. Donc, la MRC, avec toutes les discussions, tout ça, on s'est assis, puis avec le comité santé, Vigie Santé, qui est sur le territoire, qui est un espace où les gens, les citoyens se sont donnés puis qui ont organisé d'ailleurs le forum. Pour être à l'écoute et pour discuter, parce que c'est beau d'en discuter de ce qui se passe dans la santé au niveau régional, mais l'espace ici reste encore vacant. Donc, on voulait vraiment faire une mesure, vraiment demander quelque chose qui allait combler ce déficit-là. Donc, la MRC de la Matapédia a fait la demande là, tout dernièrement au CI3S pour mettre en place, créer un espace de discussion local. Donc, des citoyens, des élus de la Matapédia qui pourraient s'asseoir avec des représentants nommés par l'instance régionale, mais nommés de nos installations à nous, donc des gens de la Matapédia qui travaillent au CI3S, donc ils pourront s'asseoir avec nous pour discuter
justement, par exemple, prenons les recommandations du Forum citoyen qui pourront être abordées dans ces discussions-là, des préoccupations que la population a versus la santé ou l'inverse aussi. Hein? Ça se peut que le secteur de la santé ait des préoccupations par rapport à la santé de notre population, donc un échange là aussi. Et aussi pour faire un suivi avec le conseil, la MRC, avec les élus, avec les citoyens, à faire un lien aussi avec le comité Vigie-Santé. Donc, un espace pour jaser de ce qui se passe chez nous, puis de ce qui se passe moins ou pas, puis pour pouvoir regarder s'il y a des collaborations possibles aussi, mais pour avoir de l'information aussi plus locale, parce que c'est bien le fun de... Ben, c'est bien le fun, c'est pas tout à le fun, mais quand on sait des nouvelles qui couvrent l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, on cherche toujours à savoir, puis chez nous, ça va représenter quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, l'espace discussion, puis on n'a pas encore la réponse, on attend la réponse avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on sait que le centre hospitalier ou toutes les organisations de la santé de la Matapédia ont toujours eu un contact très privilégié ou très étroit avec les élus, avec la population aussi. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, des engagements dans des projets et tout ça. Et présentement, on sent moins cette présence-là. Puis on sait que c'est pas à cause des individus, parce qu'on a encore des individus de la Matapédia qui travaillent là. Puis ces gens-là n'ont pas nécessairement changé. On pense que c'est vraiment le fait que la structure a changé. Donc, on voudrait raccorder cette communication-là, ces échanges-là, au profit de tout le monde, finalement. Autant au profit de la santé, des installations, de ce qui se passe dans nos différents... on parle de la résidence Marion-Ouellette, on parle du CLSC, on parle de toutes les installations reliées à la santé, qu'au niveau aussi de nous, les élus ou de la population, versus tout ce qui se dit dans les médias, versus tout ce qui se passe. Puis même au niveau de la santé, là, on le sait, il y a eu beaucoup de cas de grippe. J'en profite, là. Il semble que la tribune est bonne, mais donc c'est un peu ça aussi. On sait qu'on a des équipements, on a une fondation au niveau de la Matapédia, la Fondation Action Santé, qui ramasse beaucoup de sous, qui a permis au centre hospitalier, par exemple, d'avoir des équipements de haute technologie, de fine pointe. Puis on veut échanger, on veut savoir si ces équipements-là vont toujours avoir leur place. Puis c'est un peu tout ça. Dans la mêlée de tout ce qui se passe, c'est d'avoir leur juste de part et d'autre. Puis comme je le disais, au bénéfice de nos populations, puis au bénéfice de nos gens qui travaillent aussi au niveau de la santé. Donc, on va compléter cette chronique-là aujourd'hui en parlant d'un autre service public qui nous est facturé indirectement. On parle ici des services de la Sûreté du Québec. On a vu la Ville de Mkoui a fait une sortie par rapport à ça. Il y a eu des changements de fait à certains niveaux du point de vue de la Sûreté du Québec. Ça a eu une incidence sur la facture qui est envoyée aux municipalités. Et la MRC s'est également positionnée dans ce dossier-là. Oui, bien, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'il y a eu des négociations, beaucoup. C'est une augmentation. La facture de la Sûreté du Québec, chaque municipalité paie sa part au prorata en tout cas, il y a un calcul assez... complexe là, pour calculer ça, mais en gros, c'est beaucoup la richesse foncière, la population aussi, tout ça. Donc, la facture, elle a eu une augmentation quand même très importante pour les municipalités. Donc, les municipalités doivent faire face à cette mécanique-là. Et comme la facture est arrivée après l'adoption des budgets municipaux, le gouvernement a mis en place un programme cette année d'aide financière aux municipalités pour combler l'excédent de cette facture-là. Parce que la plupart des municipalités ont prévu dans leur budget le montant qui était là l'an dernier là, pour la facture de la Sûreté du Québec. On se rappellera aussi que les municipalités au Québec, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit la facture 50-50. Donc, le gouvernement en assume 50 % les municipalités un autre 50 %. Par contre, la facture maintenant, c'est pas ça le calcul. C'est 53 % 47. 53 donc, pour les municipalités. Pour les municipalités, merci, oui, exactement. Donc, nous, on dénonce un peu dans cette résolution-là le fait qu'on veut que ce soit partagé équitablement. Donc, ben, pas équitablement, mais également, 50-50. C'est ça. Puis le programme qui est là de façon temporaire, strictement pour cette année, du gouvernement qui est là pour assumer, bien, si mes souvenirs sont bons, c'est un 3 % d'augmentation
dépendamment d'une municipalité, mais quand on parle d'un service, c'est une municipalité plus grosse. Là, la ville d'Amqui en est une qui a une augmentation substantielle, justement, parce que 3 % pour elle, c'est beaucoup plus qu'une plus petite municipalité, par exemple. Donc, c'est sûr que ça vient combler. Donc, ce programme-là vient combler la différence, mais on sait que les années subséquentes, il faudra les assumer et il faudra, au complet, parce que le programme ne sera plus là. Ouais. Et c'est là où ce que les gens disent, c'est les citoyens qui vont devoir payer ça. Donc, les revendications sont là. On se rappelle aussi que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, tout comme l'UMQ, l'Union municipale du Québec, l'Union des municipalités du Québec, excusez, donc sont aussi en négociation avec le gouvernement par rapport à tout ça. C'est important, la Sûreté du Québec sur le territoire, mais ça coûte très cher aussi. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille de proche. Et la résolution qu'il y a là, c'est pour justement demander un peu là, ce que je viens de vous dire, puis de demander aussi à ce que, justement, ce soit plus raisonnable, parce que de plus en plus, les municipalités ont des responsabilités. Mais ça se chiffre beaucoup, mais notre population est en déclin, notre population est en diminution, donc c'est sûr que c'est pas facile, là, puis de plus en plus d'obligations, donc de plus en plus de choses à payer aussi. Fait qu'on travaille fort et la MRC est solidaire à ça. La MRC a une facture de la Sûreté du Québec. La MRC, on se souvient aussi, qui est la municipalité régionale de comté, qui est la municipalité des territoires non organisés de la Matapédia. Donc, la facture revient là aussi. Elle aussi fait face à une augmentation et tout ça. Donc, c'est une municipalité, donc elle aussi a adopté cette résolution-là. Excellent. Bon, à suivre. Oui. Chantal, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ben oui. Et merci beaucoup pour ton temps ce matin. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Nous sommes allés au Centre de femmes rencontrer les membres du comité organisateur du cabaret au féminin et leur présidente d'honneur pour la 3e édition. Mesdames, le cabaret s'en vient, c'est le 8 mars. Et cette année, pour la 3e édition, on a une présidente d'honneur encore cette année, qui est Céline Raymond. Céline, pourquoi ils ont fait le choix de te choisir comme présidente d'honneur pour le 3e cabaret au féminin? Écoute, c'est tout un choix. Oui. Je suis vraiment fière d'être le porte-parole, d'être la présidente d'honneur. Puis sais-tu que même moi, il a fallu que je me demande pourquoi ils m'ont choisi. Puis j'y vais vraiment avec mon senti. Je me suis dit, je suis rendue à 60 ans. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Hein. J'ai été directrice d'école, enseignante, une maman, une grand-maman. Mais avant tout ça, j'ai été une femme, une petite fille qui a voulu prendre sa place. Puis j'ai pris ma place tout ce temps-là. Puis je continue à la prendre comme coordonnatrice Cosmos. Puis je suis vraiment fière parce que être une femme dans notre société d'aujourd'hui, puis même d'avant, puis de demain, c'est important de savoir qui on est. Fait que, tu vois, c'est ça. Ça va être ça. Ça va être ça bien naturellement, avec toute simplicité. Je suis fière de représenter cette journée du 8 mars, la journée de la femme. Et pour l'événement en tant que tel, est-ce que, Céline, tu vas avoir un mot de la présidente d'honneur à faire? Ben oui, je vais avoir un mot. Probablement, je vais avoir quelque chose d'écrit, mais comme d'habitude, je vais probablement dire ce qui me vient en tête comme ça, selon mon intuition. Oui, ça va me faire plaisir d'avoir un mot au début. Puis un jour, ben moi aussi, je ferai un petit sketch. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Céline, être féministe le 8 mars? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette date-là? C'est vraiment là où on se dit, je suis une femme. C'est pas facile d'être une femme, de faire notre place. Et c'est comme toutes les causes des femmes qu'on défend ou qu'on met à jour complètement cette journée-là. Puis, ben écoute, j'ai toujours dans mon histoire de vie aussi le décès de ma sœur Sonia, qui était une femme aussi, puis qui s'est fait assassiner. Si elle avait été un homme, peut-être qu'elle n'aurait pas été assassinée. Hein? Donc, c'est tout ça, depuis qu'on est jeune, que ça nous poursuit, là. Et c'est important parce que aussi, la journée de la femme, c'est la journée de la femme, mais c'est important qu'on le montre aux jeunes aussi, ça. Aux enfants, aux adolescentes. C'est important qu'ils sachent c'est quoi être une femme parce que c'est facile à oublier avec le roulement de la vie, je dirais. Oui. Puis en 2018, c'est quoi être une femme?
En 2018, être une femme, hey, tu m'en pousses, toi, là, hein? Écoute, en 2018, être une femme, c'est être quelqu'un qui s'assume comment elle est, qui se connaît, qui sait ce qu'elle veut pas, puis qui est fière d'elle-même. C'est ça, puis qui aime. Oui. Parce qu'il faut aimer. Oui. Très important. C'est très inspirant comme message. Est-ce qu'il y a un thème particulier pour la soirée du 8 mars de cette année? Oui, oui. Alors, c'est à la rencontre des femmes d'hier et d'aujourd'hui, des femmes remarquables et des talents d'ici, c'est bien sûr. Donc, on peut s'attendre à faire la rencontre de certaines femmes historiques, des féministes de toutes les époques, peut-être? Il y aura des surprises, il y aura des invités surprises. On n'en parle pas plus. Et il y aura aussi, bien sûr, les talents d'ici. Il y en a qui reviennent, il y en a qui sont là pour la première fois. Il y aura des sketchs, il y aura des monologues, il y aura des chansons, toujours sur le thème des femmes remarquables. Donc, le 8 mars, c'est jeudi prochain. C'est à quelle heure, Marie-Ange? C'est à 6h30. C'est l'accueil est à 6h30. Le début commence à 7h, mais c'est le fun d'arriver avant parce qu'il y aura là aussi des surprises. Et le spectacle se durera jusqu'à peu près 9h. 9h à 9h30, on peut jaser. C'est la fête. C'est très convivial, en fait, pour y avoir déjà été. On a du plaisir, on discute ensemble, on passe un beau moment. Donc, chansons, humour. Est-ce que on peut se présenter à la porte ou il faut acheter des billets d'avance? Bien, comme il n'y a pas de repas cette année, on fait changement parce que les repas, ça devenait un petit peu lourd pour nous parce que les salles puis tout. Alors, cette année, il n'y a pas de repas. C'est à 6h30 en soirée. Alors, oui, il y aura des billets à la porte. On accueillera les femmes qui seront là. On en vend déjà d'abord. On en vend ici au Centre de femmes, mais il y a certaines personnes, comme les membres du comité, on en a à vendre. C'est 4 $. C'est pas... c'est juste symbolique. Oui. Alors, on vous attend en grand nombre. Venez fêter. Puis on a eu du plaisir à le préparer, alors je suis sûre que vous aurez du plaisir à y assister. Est-ce que les hommes sont les bienvenus? Ouais. Je dis pas non, mais on invite les femmes. Oui. Parce que ce qu'on veut, c'est que nos femmes aient de la place, puissent être là. Alors, on invite les femmes en grand nombre. Parfait. Et je vais vous poser la même question que j'ai posée à Céline. En 2018, c'est quoi être une femme? Bien, pour moi, présentement, c'est d'être mère et grand-mère. Je suis retraitée, donc c'est de prendre ma place, mais comme personne plus âgée. Puis de faire plein de belles choses que j'ai pas faites avant, du sport, du bricolage, de la danse, tout. En fait, je m'épanouis maintenant comme personne retraitée, puis j'adore ça. Donc, merci beaucoup de votre grande générosité aujourd'hui. Je vous souhaite un très extraordinaire cabaret au féminin le 8 mars prochain. On invite les gens à se procurer des billets, en fait, avant, parce que ça se peut que ce soit plein le soir même de l'événement. Donc, les membres du comité et ici au Centre de femmes, vous pouvez procurer des billets au coût de 4 $. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Et Merci. on vous attend. Oui, on vous attend. Nous rencontrons Patrice Allard, membre du conseil d'administration du club de curling Vallée, pour nous parler de la Coupe des Jardins qui s'en vient bientôt au club de curling d'Amqui et aussi pour vous donner l'envie d'essayer ce nouveau sport. On est là ce matin pour discuter ensemble d'un gros tournoi qui s'en vient dans la Matapédia, la Coupe des Jardins, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce tournoi? Oui, c'est un tournoi d'envergure, Coupe de Jardin. C'est la 15e édition. Oh. Avec des équipes d'un petit peu partout, dans l'est du Québec, Côte-Nord, péninsule acadienne, plus bas dans la Gaspésie, des équipes locales. Normalement, on anticipe entre 12 et 14 équipes. C'est un tournoi compétitif. Ça commence vendredi, le 9 mars, vers 18h. Et les finales vont se dérouler dimanche en après-midi avec la remise du trophée emblématique Coupe des Jardins. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories de joueurs? Comment ça se divise, en fait, les catégories d'âge? Non, c'est un tournoi ouvert. Okay. C'est un tournoi ouvert, peu importe l'âge. Ça peut être des équipes juniors, des équipes féminines, des équipes seniors. On accepte toutes les équipes qui sont intéressées à faire de la compétition. C'est un tournoi compétitif, c'est bien sûr.
Et c'est divisé par classe au fur et à mesure qu'on avance dans le tournoi. Ah, OK. Au début du tournoi, tout le monde commence dans la même classe. Défaite, gain, défaite, gain, tu t'en vas dans les classes A, B et C. OK. Pour déterminer les gagnants le dimanche. Les finales sont toujours les dimanches. Et l'équipe gagnante dans la classe A, c'est l'équipe qui va être récipiendaire du trophée emblématique Coupe des Jardins. Et est-ce qu'il y a une bourse d'attitré à ça aussi? Oui, il y a toujours des bourses dans ces tournois-là. Les bourses sont selon les classes. Classe A, classe B, classe C. Les montants sont répartis selon le nombre d'inscriptions. OK. Avec 14 équipes pour une inscription X, bien, ça donne tant de bourses pour chacune des classes. Pour les finalistes, c'est les gens qui se rendent en finale, gagnant-perdant. OK. Est-ce que les gens, peu importe la population, peuvent aller voir les matchs? Oui, oui. On invite les gens à venir voir du bon curling. C'est du curling qui est quand même intéressant. Et c'est gratuit. Les gens peuvent venir nous voir, nous rencontrer, jaser, regarder les stratégies, discuter avec les joueurs. C'est intéressant parce qu'il y a quand même des équipes là, de bon niveau de curling. Là. Les équipes du Nouveau-Brunswick, pour eux autres, c'est un sport qui est vraiment intégré dans leur coutume l'hiver. Oui. Donc, on va avoir de la bonne compétition. Est-ce qu'on a des équipes de Matapédia qui vont être représentées? Oui, il y a des équipes locales qui sont représentées avec du bon calibre pour les équipes locales Amkoui parce que Amkoui se tire bien son épingle du jeu là, dans les tournois au niveau du Bas-Saint-Laurent, même en dehors de la région du Bas-Saint-Laurent. Là. C'est des équipes compétitives. Il y a des bonnes équipes d'Amkoui. Entre autres, votre équipe, je pense, l'équipe de Francis Damour, vous avez remporté un tournoi récemment. Oui, l'équipe de Francis Damour, Gaétan, Tremblay, Richard Fott et moi-même. On a joué une compétition à Beresford au Nouveau-Brunswick. Avec du bon calibre de curling, on a gagné la classe B. Donc, une défaite dans toute notre fin de semaine. On était très satisfaits de notre résultat. Bien, tout à fait. Et vous avez des projets pour aller chercher de la relève. Il y a un projet d'initiation au curling avec l'école Caron d'Amkoui. Donc, il y a des jeunes qui jouent au curling avec l'école. Oui, en effet. Ça, c'est une activité qu'on a préparée en collaboration avec l'École Caron pour des jeunes de 4e, 5e, 6e année. C'est un programme d'initiation au curling d'une durée de 7 semaines. C'est 16 jeunes qui participent pendant 7 semaines à des cliniques de curling, des cliniques d'initiation au curling, la glisse, la stratégie, le lancer de la pierre, le brossage, qui fait que ça prend de la relève. Ça prend de la relève dans tous les sports, mais en particulier dans le curling aussi. Moi, je pense que c'est un plus pour tout le monde, pour les jeunes, puis pour le club aussi. Vous avez en fait 16 jeunes qui vont participer à ce programme-là. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui font partie de vos ligues ou c'est beaucoup plus des gens plus âgés? Il y a des gens plus âgés. Des jeunes, on en a trop peu. On désirait en avoir plus. Par contre, on a l'école Caron qui a 7 semaines avec 16 jeunes. On reçoit des jeunes aussi de d'autres écoles qui viennent une fois seulement, ponctuellement. Évidemment, on souhaiterait que ces jeunes-là reviennent. On en a. On a eu des bons jeunes qui sont revenus. Je pense qu'il faudrait pour nous autres aussi porter une attention toute particulière là, pour cette relève-là. On fait des efforts et on anticipe des résultats positifs, évidemment, à court et moyen puis long terme. On le souhaite. On se le souhaite. Donc, si moi, je veux jouer, par exemple, est-ce que je me présente? Il y a des ligues qui existent, des parties récréatives. Comment ça fonctionne pour les gens s'ils veulent essayer le curling? Bon, pour les gens qui veulent essayer le curling, bien, premièrement, on a notre site Internet curlingmatapedia.com. Oui. Les informations sont là pour les contacts, pour les références, les numéros de téléphone. Okay. C'est évident que pour les gens qui veulent s'initier au curling, on a des ligues les mardis en après-midi, mardi en soirée, mercredi soir, vendredi soir. Lundi, jeudi, les glaces sont disponibles. Okay. C'est pour essayer où personne n'a besoin d'équipement. Tout est fourni par le club. Les entraîneurs sont là, les formateurs sont là, on les initie. Les gens qui veulent jouer dans des ligues, ils peuvent, en octobre, on a toujours une semaine porte ouverte, okay, où les gens viennent essayer. Ça, c'est gratuit. Okay. Les gens qui sont intéressés par leurs ligues, des ligues selon leur disponibilité, peuvent s'inscrire. Cette année, on a beaucoup de nouveaux, en passant, oui. On a des nouveaux qui ont essayé ça, se sont initiés, puis ils ont aimé le côté curling, le côté sportif, puis aussi le côté social, évidemment. C'est un sport d'équipe, c'est un sport qui nous permet de passer l'hiver assez rapidement. C'est à l'intérieur, aucune contrainte de température.
pas l'obligation d'investir dans de l'équipement. Oui. Parce que c'est fourni directement par le club. OK. Les équipements sont là, qui en passant, c'était un très beau club de curling. Donc, je pense que tout le monde est gagnant d'essayer, ne serait-ce que pour faire une activité physique. Donc, on peut y aller seul ou déjà avec 3 autres personnes pour faire notre équipe. Seul, 3 autres personnes, seul pour essayer ça, en groupe d'amis pour essayer ça, en groupe de bureau ou d'entreprise pour une activité sociale. Ah. On essaye ça, on peut avoir ce qu'on peut appeler un combo. Finalement, initiation curling, partie de curling, puis une consommation après pour les gens qui veulent faire le côté social, parler de leur stratégie, leurs bons coups, leurs moins bons coups. Et on peut même faire des fêtes d'enfants, à ce que j'ai cru savoir. On peut même faire des fêtes d'enfants au curling pour que tout le monde, finalement, prenne contact avec ce sport-là. Bien, merci beaucoup, Patrice. On vous souhaite bonne chance pour la Coupe des Jardins qui va avoir lieu la fin de semaine prochaine. Et on espère qu'il y a de nouveaux adeptes dans la Matapédia qui jouent au curling en quantité industrielle. On se le souhaite également. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, voici vos nouvelles du sport pour la vallée de la Matapédia. Le club de judo d'Amqui est revenu avec plusieurs médailles de la compétition régionale des Jeux du Québec tenue le 3 février dernier à Rimouski. Chez les U10, Élisabeth Saint-Pierre et Félix Larue ont décroché l'argent et Zachary Gontier le bronze. Chez les U12, William Mongrain et Anthony Fortin ont grimpé sur la deuxième marche du podium. Du côté des U14, Antoine-Olivier Jean Sénéchal récoltait le bronze, Rosalie Gendron l'argent et Émiliane Perrault l'or. Jimmy Robichaud a décroché l'argent dans le U18. Pierre-Vincent Jean Sénéchal et Pascal Dastou ont raflé le bronze chez les U21. Notons également les médailles de bronze pour Jimmy et Steve Robichaud, d'argent pour Étienne Forbes et d'or pour Éric Gendron. En curling maintenant, l'équipe composée du capitaine Francis Damour, Gaétan Tremblay, Normand Michaud et Patrice Allard a remporté la finale en classe B d'un tournoi compétitif au club de curling de Beretsford au Nouveau-Brunswick la fin de semaine du 9 février dernier. 12 équipes du nord du Nouveau-Brunswick et de la péninsule acadienne se disputaient les honneurs des classes A, B et C. Au total, les Matapédiens ont perdu une seule partie durant toute la fin de semaine. Le prochain rendez-vous pour les équipes régionales et du Nouveau-Brunswick est fixé la fin de semaine du 9 au 11 mars au club de curling de la Vallée pour la 15e édition de la Coupe des Jardins. En ballon-ballet se tenait un tournoi au Témiscouata les 17 et 18 février dernier. 4 équipes québécoises y prenaient part. Chez les U12, l'équipe masculine a raflé le bronze, tandis que les filles mettaient la main sur l'argent. L'équipe masculine U15 a pour sa part décroché l'or. Et finalement, le U17 féminin a réussi à se hisser sur la 3e marche du podium. Au hockey maintenant, le 33e tournoi Pistolo de 3 pistoles qui se déroulait du 15 au 18 février dernier, 3 équipes matapédiennes étaient présentes. Dans la catégorie Atome B, l'équipe du Sport Expert se sont retrouvées en finale contre les aventuriers des Basques, remportant les grands honneurs avec la marque finale de 4-1. C'est une première bannière pour le Sport Expert cette saison. Toujours au hockey, des équipes de la Vallée se sont distinguées lors du récent tournoi Invitation des Jardins sur les glaces de la Vallée. Au total, 22 formations des 4 coins du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et du Nouveau-Brunswick prenaient part à la compétition. Sur les 6 équipes matapédiennes inscrites, 2 se sont illustrées. Il s'agit tout d'abord de la formation Family Prix de la Vallée qui a remporté les honneurs face aux Mariniers de l'Est de Rimouski par la marque de 5-3 chez les novices A. Pour sa part, l'équipe du garage JM Villeneuve de la Vallée Pee-Wee B l'a emporté sur les Mariniers du Golfe de Rimouski au compte de 9-3 lors de la finale de sa catégorie. Si vous souhaitez qu'on parle de vous dans cette chronique, envoyez-nous vos photos et vos résultats par courriel à l'adresse sport@tvcmatapedia.com. Tous les exploits sportifs seront acceptés. C'est ce qui complète votre bien branché pour cette semaine. Ne manquez pas ce dimanche 4 mars à 12h30, le Télébingo. La carte pleine sera à 1 000 $. À qui la chance? Sur ce, toute l'équipe de la TVC vous souhaite une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.